Bonjour et bienvenue, je suis Mathieu Guetta. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième quotidienne. Bonjour Alexia, nous allons tout le long du festival parler de la technique des films en sélection officielle et des activités de la CST. Bonjour Mathieu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et nous accueillons Pierre-Marie Boyer, directeur des productions de chez Tonton Trucker. Bonjour. À ses côtés, nous avons Alice Creusot, hôte et créatrice du podcast Cinéra Meuf. Bonjour. Et à ma droite, nous avons Ella Courvoisier, qui est chef décoratrice du film 20 Dieux de Louise Courvoisier. Bonjour. Qui est bientôt présenté en sélection Un certain regard, on en reparlera tout à l'heure. Et enfin, Astrid Tonnelier, qui est chef décoratrice de Diamant Brut d'Agathe Rédinger. Bonjour. Eh bien, tout de suite, on remonte les marches. Hier était présenté en compétition officielle Diamant Brut de Agathe Rédinger et La jeune femme à l'aiguille de Magnus von Horn. Nous allons beaucoup parler de décoration aujourd'hui. Elisa, votre film sera notamment projeté demain à 14h. On peut aussi dire que vous êtes nommé au prix de la jeune technicienne. Voilà, c'est un prix créé depuis 2021 par la CST et qui souhaite faire remarquer les chefs de poste du cinéma français, jeunes, femmes, et à des postes où ils sont en général moins présents, donc chef op, chef opérateur son et décoration. Astrid, vous êtes également chef décoratrice pour Diamant Brut qui a été projeté hier. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre arrivée sur ce projet qui est le premier long métrage de la réalisatrice? Oui, premier long métrage d'Agathe. Agathe avait vu des films sur lesquels j'avais travaillé et avait une volonté d'un univers un peu fort, quand même esthétiquement un peu fort. Et voilà, elle m'a appelée par rapport à mon travail et on s'est rencontrés et ça a été un coup de foudre tout de suite. Voilà. Il y a eu un gros travail sur la décoration, aussi sur les costumes. Comment vous avez réfléchi en amont, au moment de la pré-production, sur tout ça, sur l'univers qu'elle vous souhaitait recréer? Agathe avait déjà fait des courts-métrages avant, donc on a pu quand même assez facilement capter son univers. Elle avait fait. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup l'image, qui sait elle-même faire un peu de. Qui elle-même maîtrise très bien toutes les couleurs, tout ça. Donc elle a cette facilité de passer son univers. Et donc ça a été assez évident, je pense, pour Rachel et moi de prendre ça et de. C'est combien de temps de préparation ? Entre la préparation officielle et les discussions, je sais pas, Agathe, je l'ai peut-être rencontrée 3 mois avant le film et les discussions sont mises en route à ce moment-là. Après, il y a aussi l'évolution, les repérages qui amènent des nouvelles idées, c'est vraiment une étape hyper importante aussi, je trouve. Et voilà. Vous avez découvert le film hier pour la première fois ? Pour la première fois, tout à fait, ouais. Grand moment d'émotion, j'imagine. Un choc, ouais. C'est fou. Alice, vous aussi, vous avez découvert le film hier. Oui, un film qui a été que j'attendais personnellement très fort parce que déjà, il n'y a que 4 femmes sélectionnées cette année dans la compétition officielle. Et d'autant plus, c'était un premier long métrage. Donc, il y avait vraiment cette envie de découvrir ce film nouveau pour cette compétition. Et aussi, je pense, pour l'équipe. Enfin, en tout cas... je pense une équipe jeune avec aussi un casting pas très connu, etc. Donc beaucoup d'attentes, pas beaucoup. Moi, j'en avais pas beaucoup entendu parler. Je savais que ça allait parler de la télé-réalité et j'ai été vraiment frappée aussi par cette forte radicalité en fait du sujet que je pense rentre vachement dans cette nouvelle vague de femmes cinéastes qu'on a vu venir l'année dernière aussi. Par exemple, je pense ça m'a fait beaucoup penser au film How to Have Sex de Moni. Manning Walker, qui était aussi très radical dans son sujet, notamment aussi avec beaucoup d'images de plans qui m'ont beaucoup parlé par rapport aux plans de fête, aux copines qui boivent, qui font la fête, toute ces groupes de femmes et ces portraits de femmes, on va dire, complexes, très contemporains aussi.
Mais je pense aussi à notamment d'autres films comme Pleasure, notamment qui était un film qui était à Cannes aussi il y a quelques années, ou le film de Repeta Zlotowski, Une fille facile, par exemple. Donc voilà, ces portraits de femmes dans la marginalité et d'un traitement très brut, on nous emporte en fait dans l'histoire, notamment avec l'usage de la caméra portée à beaucoup de reprises. Mais ce qui était intéressant avec le film d'Agathe Ridinger, c'était ces moments suspendus, un peu très poétiques, avec un vrai travail de l'image. Et vous l'avez dit aussi, que c'est quelque chose qui la touche énormément. Et je trouve que ça se ressent énormément, notamment au travail de la couleur, des lumières, qui sont très, très, très précis. Et tout ça a été tellement bien mené, je trouve. Et notamment le travail du son. Et je pense que ça a à voir aussi avec la décoration, les accessoires utilisés. On entend le son des plastiques, du diamant, des diamants en plastique qu'elle utilise avec des gros plans, des gros inserts comme ça, où on la voit en fait travailler son image, sculpter son image en fait, tailler son image comme un diamant en plastique finalement. Et ça renvoie à tout cette thématique, ce sous-texte de cette femme qui a envie qu'on la voit comme elle est en vrai et qui pourtant se maquille, se refait faire des parties de son corps dues à son comment dire, son envie presque vitale en fait de faire partie de ce monde de la télé-réalité, que je trouve est très bien représenté notamment dans l'utilisation du son, du travail de l'image et des accessoires et de l'univers qui a été décoré, enfin tout le décor du film quoi. Pardon. Qui était donc présenté Bien hier sûr. en compétition officielle de Magnus von Horn, La jeune femme à l'aiguille, est un film historique. On est en début 1900, on est à Copenhague, il y a un travail de décoration aussi. C'est donc intéressant puisque vous êtes deux chefs décoratrices ici. Moi, j'aimerais vous questionner un petit peu plus sur votre pratique. Est-ce que vous vous êtes reconnu, par exemple, quand elle parlait de son métier, du temps de préparation, les couleurs, les recherches de couleurs, le travail aussi avec le chef opérateur, Moi, c'est ma première expérience. Enfin, le premier long métrage de ma sœur et ma première expérience en tant que chef déco. La réalisatrice est votre sœur. Voilà, c'est ça. Oui, pardon. Louise Courvoisier avec 20 dieux. Et moi, du coup, le temps de prépa était très long parce que comme c'était ma première fois, puis que c'était ma sœur et que j'étais vraiment très investie. Et j'ai fait aussi le repérage. J'ai aussi suivi pour le casting. Je suis beaucoup allée voir tous les décors, quoi. Du coup, j'ai un peu switché entre plusieurs domaines. Voilà. Et au niveau de l'ambiance, de la construction de la colorimétrie, est-ce qu'on peut en dire un peu plus ? En fait, on a le même goût avec ma sœur. Du coup, on en parlait de temps en temps. On en a surtout parlé avant. J'avais beaucoup lu le scénario, puis je connais l'histoire parce que ça parle aussi de la jeunesse autour de chez nous. Et du coup, on a un goût pour les couleurs peps, les choses qui vibrent, le moche et le beau mélangés. Enfin, il y a vraiment un truc assez fluide là-dedans, mais du coup assez marqué aussi. Enfin, il y avait un gros travail de déco. On a beaucoup recréé plein de choses. On a beaucoup construit. Ce qui n'est pas le cas du film de Von Horn, puisqu'il est en noir et blanc. Donc ça signe un peu le retour depuis quelques mois déjà, un certain nombre de temps, du noir et blanc au cinéma, puisque on a notamment des gros blockbusters qui sont sortis en noir et blanc, pour ne citer que Dune de Villeneuve, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Est-ce que on peut parler un petit peu, peut-être Alice, faire un retour sur ce film et la partie pris esthétique qu'il y a eu, Oui, bien sûr. Alors, vous l'avez justement dit, c'est un film qui se déroule dans les années fin 1910, dans le début des années 20. Je pense que c'est dû au fait de l'époque, mais je pense aussi que c'est dû à une vraie... Enfin, en tout cas, le réalisateur, j'ai senti, moi, qu'il avait envie de rendre hommage aussi au cinéma de l'époque, l'expressionniste allemand, par exemple, mais aussi le cinéma de Todd Browning, qui est un cinéaste américain qui a... Si vous ne connaissez pas, il avait fait le film Freaks, ses premiers films de Dracula également, qui est un cinéma de l'étrange, du fantastique, du mélodrame exotique, etc. Et qui met vraiment en avant tous ces sujets que le film de Magnus von Horn a aussi souhaité évoquer, c'est-à-dire l'idée du monstre, en fait. Qui est le monstre ? Est-ce que c'est les troupes de cirque avec les corps difformes, les soldats qui ont subi du coup les amputations pendant la Grande Guerre, les soldats de la Première Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, les gueules cassées, ou est-ce que c'est peut-être d'autres personnes en fait, le monstre se cache où se cache-t-il exactement ? C'est des sujets qui sont emparés dans le cinéma de Todd Browning, qui est un cinéma des années 20 et 30 et qui, je pense,
l'usage du noir et blanc, justement, il a pour rappeler ça, et c'est cette idée de contraste et de jouer sur les ombres, sur la lumière ou pas. Et bon, dans ce film, autant vous dire que la lumière, il n'y en a pas vraiment, mais c'était un film extrêmement poignant et très difficile qui a pas peur de s'emparer de sujets extrêmement tabous et notamment de mettre en scène des femmes qui sont vraiment pas... voilà, qui sont des personnages très complexes et Vous allez dire pas sympathiques, presque. cruel, totalement cruel, vraiment d'une cruauté terrible et en même temps avec beaucoup d'humanité. Je pense qu'il y a quand même des moments où on peut comprendre dans ce contexte de l'époque à quel point ça a dû être très difficile, autant pour les hommes qui se partaient au front que les femmes qui attendaient leur mari ou qui subissaient des gros traumatismes, parce que les conditions des femmes à l'époque étaient terribles et le film le montre très bien. Mais sans forcément ce sensationnalisme, il y a vraiment quelque chose de très vivant dans l'image et qui est... Enfin, l'horreur est suggérée, et je pense que ça m'a aussi fait penser au film de Zone of Interest, qui est suggéré par des moments, des éléments de mise en scène ou par le hors-champ qui est terrible. Beaucoup par le son aussi. Et le son aussi, qui est ouais. très important dans le Très, film. très, très, très important et qui, moi, m'a glacé le sang complètement, ouais. Puis ce sont 2 portraits de femmes qu'on a eu Tout à fait. hier, avec un réalisateur et une réalisatrice, et des portraits de femmes avec voilà, des sujets assez complexes. Et autre point commun entre les 2 films, ce sont les formats, qui ne sont pas des formats traditionnels, puisque le format de... Diamant Brut était en 1,33 et pour la jeune femme à l'aiguille, c'est du 1,44. Et justement, la construction de ces formats qui se rapprochent du carré, est-ce qu'on peut dire 2 mots sur la manière aussi dont, du coup, la composition des plans ont été faits? Est-ce que ça a eu une incidence sur votre travail de décoratrice? Oui, ça a eu une incidence, évidemment. Après, voilà, on l'a en tête, mais de toute façon, tout l'univers est travaillé. C'est beaucoup après des histoires de cadrage quand même. Finalement, on l'a en tête, mais voilà. Et dans les citations que vous donniez cinématographiques, il y a un plan aussi qui est directement dans le film de Magnus von Horn, la sortie des usines lumière. On peut imaginer qu'effectivement, quand il travaille avec son équipe, il doit peut-être fournir énormément d'éléments. Est-ce que, par exemple, l'une comme l'autre, vous travaillez sur ce qui est le mot à la mode aujourd'hui, les mood books? Est-ce que vous avez ce type de pratique-là? Moi, complètement, ouais. Donc, vous allez chercher, vous proposez. Oui, c'est beaucoup de recherche d'univers, d'images, de couleurs, de photos, de textes et après c'est des allers-retours aussi, une discussion par l'image en fait. Ben, ouais, moi aussi j'ai beaucoup de photos, puis après des propositions au fur et à mesure montrées. Beaucoup. Donc vous photocopiez, vous découpez, vous recollez, ou maintenant tout se fait sur Non, ouais, plus numérique. sur informatique. Ouais. Et puis au niveau de, vous parliez tout à l'heure de mélanger le beau et le laid ou le kitsch. Quelles étaient vos références vous quand vous avez travaillé sur 20 dieux? Ben, en vrai, c'était surtout des souvenirs ou juste des goûts ou des couleurs ou des matières. C'était pas forcément des références très précises où je me souviens pas très bien. Et puis, mais après, en fait, c'était un univers assez réaliste, mais qu'on a tout recréé, un peu en sensualisant, enfin, en fantasmant certaines choses. Du coup, c'était un peu ça l'idée, quoi. Enfin, de repartir de choses réalistes, mais qu'on recrée. Ouais. Et pour Diamant Brut, c'est très contemporain, donc c'est vraiment... Est-ce que vous avez fait des recherches aussi sur, par rapport à la télé-réalité, par rapport à l'univers de l'actrice principale, du rôle de l'actrice principale? Ben oui, parce que moi c'est un univers que je connaissais pas du tout, qui m'effraie plutôt, donc c'était assez chouette. Justement, cette partie un petit peu plus documentaire, on va dire, de OK, qu'est-ce que c'est qu'une influenceuse aujourd'hui. Enfin, moi j'étais scotchée, hein, je connaissais pas du tout ce monde, donc quand même, je suis tombée des nues. Mais il était important de le connaître pour le personnage de Liane, évidemment. Ouais. Et Alice, vous êtes aussi accro au clic? Au clic un peu moins ces dernières années, parce que je me rends compte un peu de la toxicité de rester sur son téléphone tout le temps et de vouloir absolument faire peut-être avoir les meilleures infos ou mettre en avant ce qu'on fait et que ça plaise. Mais je pense qu'il faut savoir aussi un peu se
se détacher de ça et plus faire ce qui nous anime. Moi, c'est voir des films, du coup. Ici, je suis servie quand même. Voilà. Et juste, d'ailleurs, cette question des réseaux, et alors c'est pas la télé-réalité, mais Magnus von Horn l'avait déjà traité avec Sweet. Totalement. Son premier film traite du coup d'une influenceuse fitness et de tout le vide en fait de sa vie autour, c'est-à-dire qu'elle se remplit de la seule chose sur laquelle elle peut s'accrocher, c'est-à-dire son influence, sa communauté, mais tout ce qui est autour d'elle en fait n'est pas à la hauteur de ses espérances. Sa famille dans le film, sa famille ne reconnaît pas en fait son travail, elle n'a pas beaucoup d'amis. En fait, le film se concentre beaucoup sur la solitude que peut créer en fait les réseaux sociaux et la solitude de ce métier d'influence qui est une réalité, je pense. On va continuer à parler un petit peu de décors, mais plutôt des décors virtuels maintenant, avec la parole de la CST. Alors, vous deux qui êtes toutes chefs décoratrices, vous allez entendre parler de l'innovation, n'est-ce pas, Alexia ? Oui, alors Pierre-Marie, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter déjà votre travail au sein des Tontons Truqueurs? Oui, alors les Tontons Truqueurs est une entreprise de VFX, donc d'effets spéciaux numériques, mais qui est spécialisée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la production virtuelle. Donc la société a été un petit peu développée autour de ce sujet. Même si nous proposons aussi des prestations plus traditionnelles, mais l'enjeu principal quand même de notre activité, c'est cette production virtuelle. Donc cette production virtuelle, c'est cette faculté de ramener les effets spéciaux vraiment sur le plateau de tournage. Et alors comment ? En vrai, il y a plusieurs méthodes qui vont permettre de le faire. La méthode un petit peu qui a popularisé, on va dire, la technique, c'est la méthode avec des écrans LED, donc des télés géantes en fait, qu'on va venir positionner derrière un décor d'avant-plan dans lequel les acteurs vont évoluer. Et derrière, on va envoyer donc une image numérique qui va permettre d'augmenter en fait l'espace jouable. Alors bien sûr, les acteurs ne peuvent pas y aller, mais en l'occurrence, on peut mettre dans ces décors numériques tout un tas de personnages virtuels, mais aussi tout un tas d'événements qui peuvent quand même, malgré tout, jouer et servir le récit. L'objectif est vraiment de pousser les murs du studio. C'est vraiment donner de l'ampleur dans une zone de jeu modeste, mais de rendre à l'image quelque chose d'assez impressionnant. Ça s'inspire de techniques qui existent depuis longtemps, même avant la naissance du cinéma, avec les panoramas, qui étaient ces grands espaces de peinture hyper réalistes. Tout à fait, c'est un peu issu de la tradition du matte painting, finalement, ces vitres peintes qui permettaient aussi de donner ces ampleurs à ces décors. Et du coup, on est vraiment capable en studio. C'est une technologie qui, bien sûr, se ramène beaucoup avec le studio, de créer des espaces assez monumentaux. Donc, on imagine quand même que le décorateur est extrêmement présent sur ce travail-là, à la fois sur les choix de l'arrière-plan, mais peut-être pour construire l'avant-plan aussi. Tout à fait, c'est extrêmement important d'avoir une vraie collaboration avec l'équipe déco dans la mesure où nous nous positionnons en tant que techniciens VFX et prestataires VFX. Et en effet, bien sûr, on aime participer au projet créatif et artistique du film. Mais voilà, la référence de la décoration d'un point de vue artistique reste le département décoration et le chef décorateur ou la chef décoratrice. Et c'est extrêmement important de travailler main dans la main, dans la mesure où pour que l'effet soit réussi, il va falloir quand même une cohérence, bien sûr, entre cet avant-plan, cet arrière-plan. Réussir aussi à masquer ce qu'on appelle la ligne de cache, c'est cette limite entre le réel et le virtuel. Il va y avoir tout un tas d'astuces à réfléchir ensemble pour essayer de la masquer au mieux et que personne ne puisse se rendre compte du subterfuge, quoi. Quand vous disiez écran géant, quelle taille ? Écoutez, il y a des écrans aujourd'hui, il y a toutes les tailles. Le dispositif est quand même assez onéreux, donc il y a des studios qui ont plus ou moins d'écrans. Chez les Tontons Truqueurs, par exemple, nous proposons 100 mètres carrés d'écran.
ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait c'est assez modeste. Hein, ils sont répartis surtout entre 4 écrans. Nous avons fait le choix d'avoir 4 murs plats. On a des studios qui sont extrêmement importants, qui vont avoir des cyclos qui vont être des cyclos presque 180, voire même il y en a qui montent à 200 degrés de cyclos, permettant vraiment d'enrober toute la scène et donc de proposer des prises de vue avec vraiment des mouvements de caméra importants. C'est un petit peu aussi ça, c'est-à-dire qu'avec les écrans LED, on va quand même avoir cette limite des écrans. Voilà, encore une fois, c'est un dispositif qui est assez onéreux. Donc on va avoir quelques nouvelles contraintes qui vont bien sûr aussi engendrer quelques nouvelles opportunités pour gagner dans la créativité. Et concrètement, quels sont les différents métiers qui interviennent dans cette production virtuelle ? Alors, c'est en effet vraiment un nouveau pan un peu de notre industrie avec des nouveaux métiers qui se sont créés. On va avoir des nouveaux métiers dans la fabrication 3D. Donc, en fait, il va falloir les construire et les modéliser, ces arrière-plans. Donc là, c'est vraiment des artistes 3D. Mais à la différence, on va dire, des effets spéciaux traditionnels qu'on a plus l'habitude de voir dans le cinéma, hein, qui sont plutôt réalisés en post-production. Ici, comme on va avoir cet enjeu du temps réel, on va avoir besoin de passer sur des nouveaux outils. C'est ce qu'on appelle les moteurs de rendu temps réel, qui sont en fait issus du monde du jeu vidéo. Il y a plusieurs moteurs, on ne citera pas de marque, mais le plus connu, beaucoup le connaissent, qui est voilà, d'un grand éditeur américain. Et du coup, en effet, ce sont des nouveaux artistes, voilà, qui doivent maîtriser ces nouvelles technologies, enfin, en tout cas ces nouveaux programmes, qui commencent à pénétrer le monde du cinéma et de la fiction, mais qui étaient plutôt dédiés d'habitude aux jeux vidéo. Donc il va falloir former des gens, enfin on commence à vraiment, et des gens commencent à se former, hein, au travers de beaucoup de formations maintenant, ça commence vraiment à se populariser. Donc ça c'est un des premiers métiers. Un des deuxièmes métiers, ça va être le rôle d'opérateur on-set, opérateur VFX on-set, qui va avoir pour mission de les régler, ces décors virtuels. Parce que c'est aussi ça l'opportunité qu'on va gagner avec ces environnements virtuels, c'est qu'on va être capable de les faire évoluer presque comme on veut. C'est-à-dire qu'on va être le maître du soleil, on va pouvoir positionner le soleil là où on en a besoin, on va être capable d'ajouter, d'enlever des nuages, de déclencher des événements, d'ajouter ou diminuer par exemple aussi les personnages virtuels, enfin la foule qui va être derrière. C'est d'ailleurs un des avantages par rapport à un fond vert, c'est qu'effectivement par exemple un soleil peut sur des zones de brillance dans le décor de l'avant-plan exister. Tout à fait, voilà. Et pour que l'effet soit réussi, bien sûr, le cinéma est quand même fortement une histoire de lumière. C'est de retrouver cette cohérence entre la lumière réelle qu'il y a sur le plateau avec les projecteurs et la lumière virtuelle. Et c'est tout ça le rôle de l'opérateur. En effet, c'est de se coordonner avec le chef opérateur de telle façon à ce qu'on matche cette découverte, hein, on va l'appeler découverte, hein, c'est cet environnement d'arrière-plan virtuel avec ce qui se passe sur le plateau. Et je rebondis juste sur l'aspect fond vert parce que en effet, voilà, c'est une technique qui peut également être utilisée en fond vert. On a les écrans LED qui ont été beaucoup popularisés, notamment par la série Mandalorian, hein, qui a permis de populariser la technique. En revanche, nous, voilà, on a développé bien sûr l'offre écran LED, mais on a aussi toute une offre, une prestation qui va permettre de faire cette production virtuelle avec des fonds verts. Donc, c'est-à-dire les acteurs sont sur scène, sont sur le plateau. Derrière eux, les fonds verts. Mais ce qui va être intéressant, c'est que sur le combo du réalisateur, on va retrouver l'image déjà précompositée, comme on dit, hein, c'est-à-dire une prévisualisation de ce que sera l'effet définitif. Et vous pouvez nous donner un titre d'un film sorti de votre studio des Tontons Truqueurs ? Écoutez, on a la chance cette année de présenter, d'être aux côtés et d'avoir participé à la fabrication du film de Noémie Merlan qui a été sélectionné dans la sélection de minuit où nous avons reconstitué donc toute une rue de Marseille avec la technique. Et donc sur le plateau, nous avions cette rue de Marseille qui était présente sur le plateau et avec toutes ses facultés interactives pour régler ce qui se passe dans cette rue qui n'existait pas bien sûr
sûr, mais qui évoluait dans le récit. Et à quel moment cette idée est venue dans le projet de la part de Noémie Merlan ou de son équipe ? Alors écoutez, c'est assez banal finalement. Le film s'appelle Les femmes au balcon. Il fallait faire un récit donc entre deux balcons dans ces rues marseillaises, et voilà, la production a réussi à avoir les deux appartements, mais un appartement était trop contraint pour être tourné. Et du coup, voilà, ils avaient entendu parler de nous et du fait que voilà, on faisait du temps réel, qu'on avait cette capacité à scanner aussi, parce que pour la fabrication de ces décors, on est capable aujourd'hui de scanner la réalité pour la remettre après en numérique. Donc c'est ça qui a fait basculer le projet chez nous. Et vous êtes représentant adjoint du département immersion et temps réel de la CST. Il y a en ce moment un projet de livre blanc sur la production virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce département et de l'idée de ce livre blanc Oui, tout à fait. Donc, voilà, je suis représentant du département d'immersion et temps réel aux côtés d'Isaac Partouche, avec qui voilà, on développe ce livre blanc. D'autres, d'ailleurs, nous aident, n'est-ce pas? Et du coup, en effet, cet objectif est de, encore une fois, populariser et disséminer un petit peu ces nouveaux usages. C'est encore une méthode qui est mal connue, qui peut effrayer, ou alors, tout au contraire, certains producteurs arrivent en disant c'est la solution et ça va tout faire et c'est pas de problème. Et on fera peu de déco réel finalement. Non, c'est là où on a vraiment besoin d'expliquer les usages aux opérateurs, toutes les capacités aussi créatives que cela engendre, bien sûr ce qu'on a dit, les contraintes qui sont quand même aussi un petit peu existantes. Donc c'est ces choses-là qu'on a besoin d'expliquer pour essayer de convaincre les gens d'utiliser notre technique. Et d'ailleurs, Ella et Astrid, est-ce que vous connaissez un petit peu ces techniques-là, ces technologies-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle ? Moi, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vu. Et là, le film qu'on prépare, on va être à Martigues justement pour un studio LED. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, là, c'est pour des rulings. Et effectivement, ça facilite. On a une comédienne qui n'est pas toute jeune, une équipe, il va faire très chaud dans un camping-car. Et effectivement, là, c'était évident. Ça me paraissait évident que ça simplifiait. Et surtout, j'ai été bluffée. J'ai été voir en démo. Ils sont peut-être à 180, je crois. Oui. C'est impressionnant. Et vous, Ella ? Moi, j'avais pas trop entendu parler. Je suis contente d'en entendre parler maintenant. Mais disons qu'il y a beaucoup de contraintes et dans la déco et dans votre truc. Du coup, c'est bien si ça peut se compléter ou bien l'un prend la place de l'autre quand il y a le moins de contraintes. C'est ça, l'intérêt est vraiment d'augmenter un petit peu l'ambition de ces décors. Encore une fois, le but est de pousser les murs du studio et de vraiment casser ce côté un petit peu enfermé qu'on peut retrouver dans certains décors de studio. Voilà, et c'est vrai qu'on a eu quelques craintes des chefs décorateurs de la part de certains. Et Christian Guillon, qui est le fondateur à la base des Tontons Truqueurs, m'a expliqué, c'est à l'époque, lui, quand il a commencé les effets visuels, il me disait que les cascadeurs lui étaient tombés dessus en disant mais vous allez foutre en l'air notre métier si vous faites tout en numérique. Et voilà, il s'est efforcé en fait d'expliquer que l'ambition c'était pas de remplacer les cascadeurs, c'est au contraire d'augmenter leur travail en leur permettant, avec un peu plus de sécurité, avec un peu plus de facilité aussi de mise en œuvre, de faire des choses beaucoup plus impressionnantes. Néanmoins, on a besoin toujours de cette base, que ce soit nous pour la production virtuelle de décors et surtout de la pensée créative, et d'autre part, du côté des cascadeurs, on a toujours besoin qu'ils fassent la cascade, et nous, après, on peut vraiment l'augmenter, quoi. Et du coup, ce projet de livre blanc et puis ce département immersive qui s'est créé au sein de la CST, l'objectif c'est quoi ? C'est un petit peu de se rencontrer pour discuter des évolutions, de montrer aux producteurs aussi peut-être ce qu'il est possible de faire ou pas, parce qu'il y a aussi des limites.
Tout à fait, voilà, on a vraiment besoin de porter la parole et de donner de la pédagogie à propos de ça. Donc ce département, il est là en effet pour se faire rencontrer les techniciens, parler avec les chefs décorateurs, avec le chef opérateur. Hein. C'est là aussi où on s'est vite rendu compte en déployant la technique que l'air de rien, elle impacte quasiment tous les départements. Donc ça, c'est quelque chose dont on a besoin de fortement expliquer. Et rappelez surtout qu'à la CST, les départements ne sont pas cloisonnés, n'est-ce pas? Donc les décorateurs peuvent venir à vos réunions. Exactement. Donc c'est vraiment une belle opportunité que de la création de ce département immersion et temps réel. J'en profite aussi pour faire un clin d'œil. Ce département immersion et temps réel est là pour on va dire qu'il défend deux activités, avec d'un côté la production virtuelle et ces fameuses nouvelles technologies temps réel, et de l'autre côté aussi tout ce qui va être nouveau contenu interactif, ou pas d'ailleurs, mais nouveau contenu immersif plutôt, c'est ça le mot, avec tout ce qui va être réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc c'est un département qui va regrouper tous ces nouveaux usages et toutes ces nouvelles technologies. D'ailleurs, avec cette année, la reprise de Canixer pendant le festival, Alice, est-ce que c'est l'immersivité, ces contenus-là, ce sont des choses qui vous parlent ou pas du tout? Je viens juste de tout apprendre maintenant, en fait. Moi, c'est des choses mais je me pose la question en tant que spectatrice. Voilà, est-ce que de donner l'illusion comme ça d'un vrai décor, je me pose la question de, voilà, est-ce qu'on tromperait pas le spectateur un peu, quoi. Mais après, le cinéma est un art de tromperie et d'illusion, bien sûr. Mais c'est hyper intéressant en tout cas. J'apprends vraiment quelque chose de nouveau et ça, c'est chouette. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez un petit peu voir des images assez facilement, c'est vrai que nous, on a commencé la société aux côtés de France Télévisions avec leur série Un si grand soleil, hein, qui est la quotidienne de France Télévisions. Et on a rempli la série quotidienne de ces effets-là, et quasiment la moitié des plans sont truqués au travers de cette technique. Et puis vous pourrez voir les femmes au balcon en sélection. Et bien entendu, maintenant, les femmes au balcon Une date quand même pour cette publication du livre blanc? Alors, on n'a pas encore la vraie date. En revanche, la CST va organiser le 17 octobre une journée sur la production virtuelle, donc auquel vous êtes tous conviés, bien entendu. Et on espère sortir le livre blanc si nous avons terminé. Et là, Astrid, on espère vous retrouver le 17 octobre. N'est-ce pas, Astrid? Merci beaucoup, Pierre-Marie. Et c'est l'heure de la petite interview. Bonjour, je suis Jean-Marie Duras. Je suis administrateur et trésorier de la CST. C'est un grand honneur pour moi et j'ai eu la chance de travailler pour des boîtes assez merveilleuses comme UGC ou Imagis. Mon premier festival de Cannes remonte à 1993. C'est une question très difficile. Moi, j'ai toujours été un amoureux absolu du Festival de Cannes. J'ai toujours trouvé que c'était une chance incroyable d'être au Festival de Cannes. Et franchement, je les ai tous beaucoup aimés. Après, si je creuse un peu ma mémoire, je sais qu'il y a un ou deux films qui m'ont bouleversé. Mais quand même, mon meilleur festival de Cannes, c'est lorsqu'on s'est retrouvés à 5h du matin avec mon copain Philippe Aigle dans une piscine dont on n'a jamais vraiment trop su à qui elle appartenait et qu'on n'a pas compris qu'on déclenchait l'alarme à chaque fois qu'on plongeait dans la dite piscine, voilà, et qu'on a fui ensuite au tout petit matin poursuivi par plein de gens. Ça, c'est un souvenir assez sympa, mais ça reste entre nous, vous le dévoilez pas, merci. Énormément de choses, d'abord parce que je suis absolument pas technicien, je le regrette infiniment, c'est une croix, une douleur que je porte, vraiment. Je suis pas technicien, j'admire les techniciens. Effectivement, comme le dit toujours Angelo Cosimano, sans technicien, pas de cinéma. Je suis ravi de pouvoir participer à ce prix pour mettre en exergue le talent et le travail des techniciens et techniciennes, bien sûr. Voilà. Donc je suis ravi de participer et en même temps j'apporte la chose avec beaucoup d'humilité et beaucoup de stress parce que je n'y connais rien. Alors on m'a dit que c'était pour ça qu'on m'avait pris. C'est toujours un peu vexant d'être pris pour le candide et l'abruti du coin, mais je suis ravi de participer. Eh bien, Jean-Marie, désormais, nous avons reçu un coup de fil du propriétaire de la piscine. Et ce soir, sur les marches, Alexia ?
Andrea Arnold, une habituée du Festival de Cannes. Oui, Andrea Arnold est une grande habituée du festival. Elle a notamment gagné le prix du jury en 2016 pour American Honey, le prix du jury ex aequo en 2009 pour Fish Tank et le prix du jury en 2006 avec Red Road. Elle revient cette année avec son film Bird. Donc l'histoire de Bird, c'est Bailey qui a 12 ans, vit avec son frère Hunter et son père Bug qui les élève seuls dans un squat au nord du Kent. Et Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer. Donc Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs. Alors Andrea Arnold, elle revient avec une grande partie de son équipe technique avec qui elle a travaillé pour American Honey. Robbie Ryan, qui signe la photographie, qui est lui aussi un habitué du Festival de Cannes. C'est un collaborateur de longue date de Ken Loach pour The Old Hawk, présenté l'année dernière en compétition. Évidemment, la Palme d'Or 2016, Daniel Blake, et le prix du jury 2012 pour The Angel's Share, pour ne citer que, mais il travaille aussi depuis longtemps avec Andrea Arnold, puisqu'il était le directeur de la photographie du prix 2016, du prix du jury 2016 avec Red Rock, et également évidemment de American Honey. Le monteur Joe Bini est également un habitué du festival et il avait également travaillé sur American Honey. Vous voyez, elle a repris quasiment toute son équipe, tous les chefs de poste. C'est le cas également de Nicolas Becker au son, qui revient à nouveau à Cannes. Il avait l'an dernier travaillé sur le film Black Flies, présenté en compétition officielle, qui est le film de Jean-Stéphane Sauvert. Et Mathieu, 12 ans après Twixt, c'est le grand retour de Francis Ford Coppola. Avec un film effectivement assez colossal, puisqu'il s'agit d'un péplum postmoderne dans une ville qui s'appelle New Rome, un combat entre un maire qui s'appelle César et un architecte Cicéro. On voit les références effectivement à l'Antiquité pour s'entourer et constituer son équipe technique. Coppola est allé rechercher des collaborateurs avec qui il avait déjà travaillé sur Twixt. Effectivement, Mihai Malamer Jr., qui est son chef opérateur et qui, dans ce film, avait sur une ou deux scènes tourné en 3D. Alors, est-ce que Francis Ford Coppola, pour la séance d'aujourd'hui, va nous réserver quelques surprises? Eh bien, nous sommes tous dans l'attente. Également, autre collaborateur, Glenn Scantlebury, son monteur, qui avait travaillé sur Dracula. Et l'équipe son, elle, est une équipe qui travaille nouvellement avec Coppola, mais qui est tout à fait connue, puisqu'elle a été multi-oscarisée pour le film de Guillaume del Toro, La forme de l'eau. Il s'agit des trois opérateurs son, Nelson Ferreira, Nathan Robitaille et Christian T. Cook. Mais écoutez, l'équipe est pléthorique, on va avoir du mal à la citer dans son exhaustivité. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, on vous dit à demain et on se quitte avec le témoignage des anciens membres du jury des prix de la CST. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à demain. Le prix de la CST, pour moi, c'est magique parce que c'est le prix de la technique, mais aussi de l'artistique, parce que ça mêle les deux. On regarde l'apport du technicien pour le succès du film. La mise en lumière des gens de l'ombre.